Bonjour, Positive Me aujourd'hui se réunit pour parler du deuil et de la perte. Est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, Jeanne-Marie, effectivement, les deuils, on en accompagne énormément dans nos cabinets. On peut avoir différents types de deuil, bien évidemment. Aujourd'hui, on va parler du deuil d'un être qui nous est cher. Ce que l'on observe, c'est que les personnes qui viennent nous voir peuvent venir pour un deuil ancien ou un deuil récent. Et l'accompagnement ne sera pas obligatoirement le même. Ce que l'on peut voir également, c'est que souvent, on peut avoir un deuil qui est attendu ou un deuil inattendu. Dans le cas des deuils attendus, ce sont souvent des personnes qui accompagnent dans leur famille des êtres qui ont été malades pendant longtemps, auquel cas le deuil a commencé. Généralement, ce sont des personnes qui sont plutôt âgées en général, mais on a aussi également beaucoup de deuils inattendus. Très souvent, là, le choc est plus violent et nous avons affaire à des personnes qui sont généralement un peu plus jeunes. Bien évidemment, effectivement, en termes de deuil, on a beaucoup d'impacts, des impacts à différents niveaux. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ouais. Alors effectivement, il y a des impacts à différents niveaux. Il y a des impacts émotionnels, ça c'est la première chose, hein. Les gens arrivent dans un état émotionnel, sont complètement bouleversés, avec une tristesse immense, ça va de soi, ça va sans dire, mais ça peut être aussi, ils peuvent ressentir dans certains cas beaucoup de colère, beaucoup d'injustice. Par exemple, quelqu'un qui, je pense là par exemple à une jeune fille que j'ai suivie, elle avait 20 ans, et elle a perdu son cousin à 17 ans. Il a fait une rupture d'anévrisme. Et elle avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère, hein, et de la culpabilité, c'est-à-dire, oui, elle pouvait imaginer perdre son grand-père, hein, parce qu'il était âgé, parce qu'il avait fait sa vie, etc. Mais perdre son cousin de 17 ans, c'était vraiment trop injuste. Et culpabilité dans le sens où pourquoi moi je suis encore vivante et que lui est décédé, quoi. Donc, on voit bien que émotionnellement, peut y avoir différentes choses à travailler selon les expériences de chacun, selon le vécu de chacun. Et puis, il peut y avoir, bien sûr, il y a d'autres impacts, il y a les impacts sociaux, enfin peut-être qu'on en parlera après. Je pense que l'ensemble du travail qu'on a à faire, enfin la majorité du travail qu'on a à faire, c'est quand même beaucoup, beaucoup sur les émotions. Pas que, mais beaucoup, beaucoup sur les émotions, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, effectivement, ce sont généralement les émotions qu'on doit traiter, mais il peut aussi y avoir des impacts autour du deuil. Ça peut être des impacts psychologiques. Euh, Généralement, on voit chez les personnes qui restent, qui ont accompagné quelqu'un qui est décédé, une perte de repère. Très souvent, Mhm. c'est plus chez les personnes âgées ou bien des personnes qui étaient en couple. Lorsque l'on perd le conjoint, la conjointe, on peut se retrouver effectivement totalement perdu. Ça va de pair aussi avec de l'anxiété qui peut se mettre en place, avec la peur de l'avenir, mais également la sécurité. Ça peut être de la sécurité financière, ça peut être de la Mhm. sécurité physique. Ça sont souvent des impacts psychologiques que l'on peut observer. On peut aussi être amené à accompagner donc des impacts plutôt comportementaux. Et Mhm. là, on est dans des situations un peu différentes. Ça peut être du positionnement social. Quand on perd, par exemple, la personne qui nous accompagne dans la vie, le positionnement n'est plus le même. On devient veuf, veuve, par exemple, et le positionnement au niveau sociétal n'est plus tout le même. On observe également souvent de l'isolement, c'est-à-dire qu'à la suite d'un deuil, eh bien, des personnes s'isolent ou peuvent être isolées. Et cela induit effectivement des modes de fonctionnement très différents dans leur vie à compter du départ de l'être Mhm. cher. Mhm. C'est vrai que l'isolement, c'est vrai à la fois pour des personnes âgées qui ont fonctionné en duo toute leur vie et qui, du jour au lendemain, se retrouvent seules et ne savent pas comment faire seules les choses, hein. Ils sont vraiment perdus. Mais pas que, ça peut être aussi cette tristesse et cette angoisse, cette anxiété qui fait qu'ils ont besoin d'être seuls, ils se disent que personne ne peut comprendre leur situation, leur tristesse, leurs émotions,
Et donc, du coup, ça engendre une forme, oui, d'isolement et de. Oui, parce que Alors, à la fois, ils ont envie, puis en même temps, ils en souffrent. c'est irréversible en fait. Ils sont dans une situation totalement irréversible. Enfin, c'est pas, Alors, irréversible, non, parce que enfin, nous, on est là pour les accompagner dans le bien sûr. sens, tu voulais dire La irréversible. personne qui est partie, c'est irréversible. Ah Donc, bah oui, la il y a personne qui est partie, il y a bien sûr. cette détresse de se retrouver seul Oui, et de complètement. s'isoler, c'est ce que tu Oui, 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 c'est ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le deuil, il y a des étapes, en fait. C'est-à-dire que, évidemment, il y a toujours ce qu'on appelle la nouvelle du départ, ce qu'on appelle le choc. C'est-à-dire que même si la personne est préparée, c'est-à-dire que même si le conjoint était malade ou que, je sais pas, c'est le parent qui était malade et qu'on s'attendait à ce que la personne décède, il y a quand même toujours le choc de l'annonce. C'est-à-dire qu'avant l'annonce, la personne était vivante et après l'annonce, la personne est morte. Donc il y a toujours ce moment charnière qui correspond à un choc, qu'on le veuille ou non, même si la personne était préparée. Une fois que le choc, il y a bien souvent une étape de déni, c'est-à-dire que la personne ne peut pas y croire, ne veut pas y croire. Il y a une part d'elle, elle sait que c'est vrai, mais il y a une part d'elle qui peut pas y croire, quoi. C'est impossible, quoi, en fait, pour une, pour une partie de la personne. Une fois que la personne a eu le choc, il y a eu la phase de déni qui a duré un certain temps. Alors parfois, il y a des gens qui restent dans le déni quasiment toute leur vie. Ce qui fait que les autres étapes du deuil ne peuvent pas se faire. Ils sont bloqués à l'étape du déni et le deuil dans sa globalité ne peut pas se faire. Donc, ils ne peuvent pas avancer, ils ne peuvent pas progresser vers autre chose puisqu'ils sont comme restés bloqués, figés à la première étape, à la deuxième étape qui est le déni. Quand on sort du déni, il y a une période qui correspond à de la colère. C'est-à-dire que là, oui, il y a une part de son esprit qui accepte, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, il est parti, c'est pas possible. Il y a vraiment une colère qui se met, qui dure également un certain temps. Après la phase de la colère, il y a la tristesse qui est différente de la tristesse du tout début du deuil, là, des jours qui suivent la mort du proche. C'est une tristesse différente. Et puis après la tristesse, il y a une forme de résignation, en fait, une forme de résignation, d'acceptation. Et seulement une fois que cette phase d'acceptation est mise en place, est digérée, l'information est digérée, là, la personne peut commencer à rebondir, à redémarrer. Donc ça, c'est vraiment les étapes du deuil pour que la personne passe d'un état X à un état Y et puisse. Alors nous, on les accompagne dans ces différentes étapes, avec les différents états émotionnels dans lesquels ils sont, s'ils sont dans le déni, s'ils sont dans la tristesse, s'ils sont dans la colère. Donc, On accompagne ça tout peut ça. être, enfin, vous pouvez recevoir des personnes, quel que soit l'endroit où ils se trouvent Ah, bien dans ce sûr, processus. ça peut être un deuil qui a eu lieu avant-hier, enfin une perte qui a eu lieu avant-hier, comme ça peut être une perte qui a eu lieu il y a très longtemps, si les personnes sont encore dans le déni ou si elles sont encore dans la colère. Oui, oui, ça c'est l'accompagnement peut se faire à n'importe quel moment. En Et fait. est-ce que cet accompagnement accélère le processus? Comment ça se Alors, passe? Donc, effectivement, si la personne, quand on fait ça, c'est surtout valable en EMDR, si on fait un protocole qui est spécifique pour justement la perte, pour le deuil, et que la personne était au départ, elle n'a pas encore traversé toutes ces étapes, en fait, le protocole qu'on va faire va lui permettre de traverser toutes ces étapes en accéléré. Donc, ça veut dire que ça va aller beaucoup plus vite pour elle. Ça va se faire beaucoup plus facilement. Ça va être un accélérateur et un facilitateur et un accélérateur. Donc c'est aidant, c'est très aidant. Oui, effectivement, ça va lui permettre de passer toutes les étapes plus facilement, mais elle va passer toutes les étapes et plus rapidement. Et d'ailleurs, effectivement, donc nous, en tant que thérapeute, on va accompagner les personnes
à d'une part alléger l'impact du deuil, mais aussi à redémarrer l'issue du deuil. Donc on a effectivement une double mission très régulièrement. Sachant que on peut avoir toutes sortes de cas. Tu l'abordais déjà un peu tout à l'heure, en termes effectivement donc d'injustice. Hein, tu parlais d'injustice, mais on observe aussi fréquemment qu'il peut y avoir de la colère au moment du deuil et immédiatement lors du deuil. Moi, j'ai accompagné par exemple une personne qui traversait une immense colère, tout simplement parce qu'il y avait une erreur médicale. Donc, on était sur un cas un peu particulier où son parent était âgé d'une cinquantaine d'années. C'était une jeune femme qui en avait 25 à peu près. Et quelque part, au-delà de la tristesse d'avoir perdu son parent, c'était surtout une colère mais démesurée à l'encontre des médecins qui avaient commis une erreur médicale avec un mauvais diagnostic. Donc là, on a dû aller faire un travail sur cette colère, plus qu'un travail finalement sur la tristesse liée à la perte du parent qui était décédé. Et la colère, c'est quelque chose qui revient quand même assez régulièrement, moi, dans mon Ouais. cabinet. Moi, ça me fait penser à quelqu'un qui était également il avait perdu son père, mais il était en réalité très très en colère contre lui. Cette colère le rongeait, et la colère dont il était victime, c'est que son père lui avait caché qu'il était malade. Son père savait qu'il était malade depuis longtemps, et en fait, il avait caché à son fils sa maladie. Et en fait, quand il est mort, bah, le fils était vraiment en colère contre son père parce que il se disait qu'il n'était pas digne de confiance, enfin, il était vraiment en colère, quoi. Oui, souvent, la colère peut également aller aussi avec une forme d'injustice. Il y a un peu d'injustice là, de ce père qui n'a Ouais. peut-être pas prévenu son enfant, mais dans l'injustice, on voit également souvent ces personnes qui partent trop jeunes et l'environnement ne comprend pas en disant c'est pas normal que cette personne soit décédée à 45, 50 ans. Euh, dans la société dans laquelle on est actuellement, la durée de vie est beaucoup plus longue. Donc effectivement, lorsque un être cher vient à partir plus tôt, obligatoirement, il y a toutes ces considérations en fait, ah, c'est pas normal, on ne devait pas perdre tel ami ou tel parent aussi rapidement. Ça, c'est quelque chose qu'on voit également très souvent. Alors, moi, ce que je pourrais préciser également, c'est que là, on parle de la perte d'un être cher, mais un être cher, c'est pas toujours un humain. J'ai reçu plusieurs fois des personnes dévastées, mais vraiment dévastées, c'est vraiment l'adjectif qui convient, parce qu'elles ont perdu un animal, un chat ou un chien. En général, c'est un chat ou un chien. Et c'était vraiment leur compagnon de vie. C'était vraiment l'être, pas l'être humain, mais c'était l'être qui était là dans leur quotidien, qui les accompagnait dans leur quotidien. C'était une présence. Et la perte de cet être cher, vraiment, c'était quasiment aussi fort que la perte d'un être humain. En tout cas, pour eux, ils le percevaient comme Oui, tel. Ils avaient... les étapes restent les Ah, mêmes, les étapes restent exactement les mêmes. les émotions, les Ouais, ressentis, tout à fait. la détresse. Tout à fait. Mm, Tout est vécu de la même manière. Et donc, il s'agit de les accompagner autant que si c'était la perte d'un être humain, en fait. Ils viennent en cabinet pour se faire vraiment aider, quoi, pour sortir de ce bouleversement, de cet accablement, de cette tristesse. Ils sont plombés, quoi. Ils ont du mal à percevoir l'avenir, en fait. Donc, nous, on est vraiment là à la fois pour les alléger émotionnellement, et puis leur donner la possibilité de rebondir, quoi, de s'envisager d'une manière nouvelle pour le lendemain, en fait. Comment est-ce qu'il y a des personnes qui ont une culpabilité, justement, le fait de s'alléger, Ah est-ce oui, alors est-ce qu'il merci peut y pour la avoir question. enfin, une forme de confusion, Oui, merci de beaucoup dire je pour vais cette pas question. m'alléger parce que je dois. Merci beaucoup pour cette question, Jeanne-Marie, parce que Hmm, effectivement, il y a des personnes qui s'imaginent qu'elles doivent, qu'il y a une part d'elles qui doit continuer à souffrir
pour, euh, pour rester en lien avec la personne disparue, Honorer pour honorer la Tout à personne. fait. C'est-à-dire que s'autoriser à aller bien, ça leur amène une grande culpabilité. C'est comme si s'autoriser à aller bien, euh, ça rayait le passé vécu avec l'être disparu, où c'était lui. Comme un manque de loyauté, tu veux Oui, dire, voilà, comme un oui. manque de Mhm. loyauté, tout à fait. Et donc, il y a des personnes qui veulent pas. En fait, on leur dit, parce que dans les protocoles, il y a des façons de faire pour justement euh, les personnes comprennent bien qu'il faut s'alléger de la culpabilité, de la colère, de la tristesse. Et il y a des personnes, effectivement, qui freinent un peu des cas de fer. Ah oui, c'est vrai ce que tu dis, Marie-Agnès. Enfin, ça me fait penser à un des clients que j'ai accompagné qui a une petite cinquantaine d'années, c'est un monsieur, et qui a perdu donc sa mère à l'âge de 8 ans. Et en fait, ce client vient me voir en me disant qu'il a un certain nombre de difficultés effectivement donc dans la vie professionnelle, mais on évoque un peu le parcours de vie. Il me dit que oui, il a fait beaucoup de psychanalyse et il y a eu un élément important dans sa vie qui est le deuil de sa mère. Il a perdu sa mère, donc enfant. Il me dit, mais c'est bon, on a traité ça. Et en réalité, quand il évoque le décès de sa mère, il est immédiatement en pleurs. Et clairement, on a travaillé sur le deuil de sa mère alors que le deuil avait eu lieu quasiment 45 ans, 40 ans plus tôt. Et le fait d'avoir travaillé sur le deuil de sa mère, là j'ai fait de l'EMDR, eh bien ce client a réussi à se séparer de toutes ces limites qu'il s'imposait. Par exemple, il se sentait dans l'obligation d'aller sur la tombe de sa mère toutes les semaines, voire plus régulièrement, en hommage à la mère qu'il avait perdue. Et il ne pouvait plus avancer dans sa vie. Voilà. Et quand on a évoqué cette question, il me disait, bah oui, je ne peux quand même pas me permettre de ne pas aller sur la tombe de ma mère, ce serait ne plus l'aimer, ce serait l'abandonner. Et en fait, le fait d'avoir travaillé avec lui, eh bien, il s'est libéré de cette culpabilité dont on parlait pour pouvoir avancer à nouveau dans sa vie. Parce qu'effectivement, notre travail consiste aussi à faire avancer à nouveau les personnes dans leur vie. Et ce que j'observe aussi, moi j'ai régulièrement dans mon cabinet des personnes qui viennent me voir, qui ont perdu par exemple un conjoint alors qu'elles étaient relativement jeunes, ou une conjointe alors qu'ils étaient relativement jeunes. Et très souvent, on observe que par loyauté ou fidélité, ces personnes ne peuvent pas se remettre en couple ou aimer à nouveau, avec aussi de la culpabilité pour les enfants, en ayant l'impression comme si elles pouvaient tromper leur conjoint disparu, mais également ne pas se permettre de le faire à cause des enfants qui sont là et qui ne permet pas effectivement donc de continuer à vivre. Et là, on peut faire un travail avec ces personnes pour effectivement leur permettre de redémarrer tout simplement dans leur existence. Donc, en tout cas, on peut donner de l'espoir à une reconstruction, à pouvoir revivre, voilà, s'autoriser en tout cas à Bien se sûr sentir bien, bien et mieux, mieux oui, après plus la libre. perte d'un être Ouais, cher. plus libre, se sentir plus libre en fait. C'est comme si. C'est important de le Ah préciser oui, oui, oui. aussi. Et que ce soit, je le répète, que ce soit des pertes récentes ou des pertes anciennes. Plus Oui. ancienne. En fait, il y a un travail qui est possible et qui est à faire dans les deux cas. Très bien. Ne pas oublier, mais surtout être apaisé. Je pense que c'est vraiment la façon dont moi je résumerai le travail que je fais sur les deuils et redémarrer. Oui, Merci plaisir, beaucoup pour ces bons mots de la fin. Merci. À très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.